Dire que j'aime Almodovar est un euphémisme. J'ai quasiment vu tous ses films, que je possède intégralement en Blu-ray. J'ai un énorme grimoire représentant toute sa carrière. Nombre de ses longs métrages font partie de ce que je trouve le plus beau au cinéma. Nous l'avions vu avec Camille au Festival Lumière 2014 de Lyon. Bref, vous l'aurez compris, je suis ce qu'on pourrait appeler un énorme Yankee du mec. Et il y a 9 ans de ça, déjà bordel, je parlais de La Piel Capito dans un original remake que vous aviez plutôt apprécié, dans lequel je parlais d'un tableau. Puis au fur et à mesure de ma découverte de la filmographie d'Almodovar, le même peintre est revenu, éveillant en moi alors une curiosité et une nécessité d'approfondir l'analyse. Et ce monsieur, c'est Guillermo Pérez Vialta, peintre et sculpteur espagnol qui nous vient de Tarifa, c'est-à-dire au sud de l'Espagne. Il a commencé par une carrière d'architecte avant de changer complètement et de partir vers la peinture où il explore différents courants artistiques. Oriental, rococo, géométrique, et il compte parmi ses maîtres Giorgio de Chirico, Marcel Duchamp ou encore Dali. Au tournant des années 80, il sera même considéré comme une figure majeure de la movida madrileña. Mais comme notre cher Pedro du coup. Eh ouais mon petit pote. Générique ? Générique. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur La Piel Capito, et donc le contexte autour de la movida madrileña, voici un bref rappel des faits. Nos voisins espagnols ont connu le pire qui puisse arriver à un peuple, à savoir une guerre civile. S'étalant de 1936 à 1939, ce conflit a vu s'affronter sur ces terres deux camps aux idéaux politiques diamétralement opposés. D'un côté, le camp républicain, défendant le régime en place ou du moins empêchant le camp opposé de prendre le pouvoir, est constitué d'une énorme coalition de gauche et d'extrême gauche. De l'autre, le camp nationaliste orienté droite et extrême droite, qui veut renverser le pouvoir par le biais d'un putsch. Avant la guerre, tout le pays était dans une extrême paranoïa. À gauche, on craignait une révolution fasciste, tandis qu'à droite, il y avait une crainte de rébellion communiste. Ceci, couplé à d'autres problématiques, va faire éclater une guerre aussi sanglante que traumatisante. On ne peut faire confiance à personne, les exactions sont nombreuses et des scènes d'horreur envahissent le pays. Famine, bombardement de civils, chasse aux communistes, dénonciation, exécution sommaire, la terreur est totale. Le camp franquiste gagne la guerre et le pays connaît alors un régime dictatorial qui durera jusqu'en 1975, date du décès du général Franco. Très conservateur, le régime de ce dernier sera axé autour de piliers sacrés, la famille, la patrie, l'église et l'armée, que Franco tiendra en véritable clé de voûte. Vous l'aurez donc compris, c'était un peu compliqué pour les artistes de l'époque de pouvoir s'exprimer librement. Et certains citoyens espagnols se sentent également bâillonnés dans cet état complètement totalitaire. Donc comment vous dire qu'à la mort du bonhomme, c'est un peu la fête du slip. Tout ce qui était caché, réprimé et ou interdit est désormais possible. Le pays revit, bouge, se libère. C'est la movida. Libération sexuelle, drogue, attaque sur la religion, le sacré devient alors profane et de nombreux artistes se régalent. Et parmi eux, nos chers Pedro et Guillermo. Le premier film d'Almodovar, Pepi, Lucy Bom et autres filles du quartier, sorti en 1980, marque déjà la première collaboration entre le peintre et le cinéaste. Fauché et pas franchement réussi, le film pose tout de même les bases de la patte Almodovar, à savoir un humour caustique, l'attaque des institutions, la police dans ce cas précis, la sororité, la libération sexuelle et différentes paraphilies, la réappropriation par les femmes de leur corps et une sensibilité pour la peinture. Que ce soit avec l'affiche ou le générique créé par le peintre CCP ou CCP, je sais plus comment il s'appelle, ou les cartons chapitrant le long métrage signé Guillermo Pérez Vialta. Ces choix confèrent au long métrage un ton et un aspect bande dessinée, teinté de pop art et complètement débridé, où toutes les irrévérences sont possibles. Tantôt provocateur, tantôt touchant, Pepi Lucy Bom reste le geste impulsif et imparfait d'une assemblée d'amateurs rassemblés autour d'un cri du cœur. Faire sortir l'underground et le promouvoir aux yeux de tous. Comme dirait Pedro, à cette époque je fréquentais tous ceux qui sont devenus célèbres par la suite, mais qui ne savaient alors ni jouer, ni peindre, ni rien. Ils débordaient d'idées qu'ils réalisaient avec une grande insolence. C'est ça, Pepi Lucy Bom.
Oye, ¿sí? Oye, ¿dónde puedo encontrar un váter? Allá, allá. Pour le deuxième film d'Almodóvar, c'est également une deuxième collaboration avec Vialta. Décidément, ils ne se quittent plus les deux. Pedro pousse encore plus loin les curseurs dans son labyrinthe des passions en nous plongeant complètement dans un univers punk, camp et débridé. Toujours kitsch et à la limite du too much, on y découvre des figures locales et réelles de la movida. Pour faire simple, vous visualisez le concert punk glam de Phantom of the Paradise ? Ben c'est ça, fois 1000. Puis à cette fresque dans un appartement où se rendent quelques personnages. Signé Vialta, on y devine une orgie, visiblement antique si on se fie aux colonnes présentes sur la gauche du cadre. Cette nudité exacerbée est intéressante à deux égards. Premièrement, l'aspect orgiaque de la toile symbolise une sexualité débridée, libérée, comme celle présentée dans le film et qu'a connue l'Espagne. Non pas qu'elle ne l'était pas, mais il fallait la cacher de tous. Et cela nous amène vers la deuxième portée de cette fresque, la mise à nu des laissés pour compte qu'Almodóvar n'a de cesse de mettre en scène dans sa très longue carrière. Ce qui n'était rien et qui maintenant existe à travers l'objectif de sa caméra. La droguée bohème de Dans les ténèbres, la femme assujettie par son mari dans Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou le transsexuel traumatisé dans La mauvaise éducation. Malmené par certains, mais ici glorifié, ces individus sont les muses du metteur en scène ibérique. Très léger saut dans le temps et rendez-vous en 2019 avec Douleur et gloire. Chef-d'œuvre du réalisateur, c'est sans doute celui que je préfère dans sa filmographie tant il m'a transcendé lors de mon visionnage. Mais trêve de mondanité et revenons à notre cher petit peintre que vous commencez maintenant à bien connaître, Monsieur Vialta. Alors pour ce cas de figure, on change complètement de ce qu'on a vu jusqu'à présent et il semblerait que ce changement d'axe pictural date du début des années 2000. Ici on y retrouve le goût du peintre pour les cultures orientales grâce à la tenue du personnage, semblable à un kimono, et dont la maison a des tendances nippones. Cette ouverture vers une culture lointaine apparaît alors comme une réponse symbolique et taquine de la politique autarcique menée par Franco et qu'ont connu Almodóvar et Vialta. De plus, ces personnages sans visage, bien qu'intrigants, rappellent un autre film d'Almodóvar dont j'ai parlé en introduction. Et oui, ceux qui ont suivi doivent se demander « Mais où est passé La piel qui habito ?» Patience les amis, patience. Rappelez-vous, ce tableau apparaissait dans la chambre du docteur Robert, et à l'époque de ma vidéo, j'avais juste relevé la référence aux yeux sans visage de Georges Franju, ainsi que la citation et l'hommage à un tableau du peintre Tiziano dans la disposition des personnages. Mais le temps faisant, et avec tout ce que nous avons vu là jusqu'à présent, il y a eu d'autres flèches dans mon carquois analytique. Premièrement, pas le plus profond mais nécessaire à soulever tout de même, la référence à la mythologie grecque. Vialta a un attrait pour les thèmes mythologiques et religieux, et voir une citation de Dionysos qui retrouve Ariane sur l'île de Naxos n'est donc pas étonnant. Et quelque part, peintre et réalisateur font d'une pierre deux coups. Ariane est la personne qui aide Thésée à sortir du labyrinthe avant d'être abandonnée sur Naxos, tandis que Vera essaie de s'échapper de la maison du médecin. Almodóvar laisse alors planer le doute sur la finalité de son film. De plus, l'histoire de La piel qui habito est très proche de celle de Pygmalion et Galatée, autre mythe grec. Mais le plus important réside maintenant dans cette absence de visage et donc d'identité. Personnellement, j'y vois une métaphore de l'Espagne qui s'est longtemps posé la question de sa réelle identité. Tiraillée entre deux blocs aux idéaux politiques diamétralement opposés, avant, pendant, voire même après la guerre civile. Soumise à une pensée unique pendant 35 ans de dictature et profitant désormais d'une liberté bienvenue. C'est un peu le même cas que l'Allemagne d'Herzog dont je parlais dans ma vidéo sur Nosferatu, mais dans un contexte un peu différent. Ici, Almodóvar se sert de son art et de celui de son ami Guillermo Pérez Vialta pour questionner l'identité de son pays ainsi que celle de ses concitoyens. Ce n'est d'ailleurs pas étonnant de voir qu'un des autres thèmes chers au réalisateur reste la famille et le rapport à la mère. Tous deux responsables alors de notre identité, transmise par l'éducation donnée ou non. Avant de conclure, nous allons sortir des tableaux réalisés par Vialta et nous intéresser au travail de la plasticienne française Louise Bourgeois, que Almodóvar cite explicitement dans La piel qui habito. Durant sa captivité, les seuls contacts vers le monde extérieur qu'a pu avoir Vera restent un interphone et une télévision. Télévision ne possédant que 3 chaînes. Une consacrée au documentaire animalier, l'autre au yoga, et la dernière à l'art. Grâce à la troisième, elle découvre le travail de Louise Bourgeois qui est une réelle révélation pour elle. Cela amorce alors la dualité entre la maison-prison et la maison-refuge, deux termes mis en avant lors de l'exposition Woman House à la Monnaie de Paris en 2018. À travers le travail de plusieurs artistes femmes, la thématique de cette exposition était axée sur le rapport entre la figure féminine et la maison. Des femmes assujetties à leurs conditions de femmes au foyer,
ou bien au contraire qui s'affirment, se libèrent, ou alors se réfugient dans leur habitat. Dans la photographie de Birgit Jurgensen, Housewife's Kitchen Apron, il y a la métaphore de la femme au foyer, piégeant dans une maison-prison. Le tablier se prolonge en gazinière, la résumant alors en simple cuisinière et ménagère. Mais la prison de Vera n'est pas qu'immobilière. En effet, elle reste double prisonnière. À la fois prisonnière d'une peau qui n'est pas la sienne, mais également d'une chambre dont elle ne peut s'évader. Le rapport au corps est très important dans La Piel que habito, si bien que l'on peut y voir une métaphore de la maison. Le corps serait donc la maison la plus viscérale, la plus intérieure de chaque être humain. Mais malheureusement pour Vicente, ce corps-maison va être transformé, malmené, emprisonné. C'est durant sa convalescence, suite aux multiples opérations, qu'apparaît le travail de Louise Bourgeois, et ce, sous plusieurs formes. Tout d'abord par le biais de sculptures faites à partir de pelotes de laine, de fils de fer, de fragments de sacs et de tissus, formant des corps difformes. Vera va s'en inspirer pour réaliser des copies composées de robes offertes par Robert. La symbolique est ici multiple. Le fait de fabriquer ces répliques de statues avec des vêtements offerts par son geôlier montre le refus d'une féminité imposée, qui finit par être déstructurée, déchirée. De plus, ces minuscules collages tantôt minutieux, tantôt grossiers, est une façon pour Vera d'extérioriser les manipulations charnelles dont elle a fait preuve. Ce n'est plus sa peau qui est découpée, remplacée, collée, mais des bouts de tissu, tous aussi artificiels que cette peau de synthèse. Et enfin le résultat du travail, quasiment identique à celui de l'artiste française, des corps informes. Cela sonne comme un refus de ce nouveau corps, de ce nouveau sexe dans lequel Vicente ne se retrouve pas et qu'il n'assume pas. Vient ensuite le dessin, seule variante des traits de prisonnier sur son journal intime mural. Pour Louise Bourgeois, la femme maison est encore quelque chose de lourd qu'elle doit porter sur elle. Donc le poids de la maison, les enfants, quelque chose qu'elle doit porter toute seule. Si ces dessins représentent pour son artiste l'emprisonnement physique et psychologique de la femme au sein du foyer, ils ont un tout autre sens pour Vera. Bien évidemment, il est question d'emprisonnement dans une chambre cellule, mais le poids que représente la condition de femme au foyer pour Louise Bourgeois, symbolisée par cette imposante maison, est remplacé par le poids du changement d'identité. Vera lutte à chaque instant pour survivre à cette double détention qui représente un réel fardeau pour elle. Selon Gaston Bachelard, la maison est le coffre de nos pensées, de nos rêves et de nos souvenirs. L'intimité la plus profonde qu'un être puisse avoir. Dans ce cas, il s'agit plus du corps comme maison impénétrable. Un ultime bastion dans lequel chacun peut se retrouver en toutes circonstances. Cela se confirme d'ailleurs dans le film puisque les séances de yoga ont un effet bénéfique sur Vera, dans des moments de peur extrême ou sur la durée. C'est notamment grâce à de nombreux exercices qu'elle deviendra experte en la matière. La mue n'est désormais plus physique ou sexuelle mais également psychique. Vicente a appris à vivre dans ce nouveau corps tout en attendant une libération tant attendue. Celle-ci s'opérera d'ailleurs à la manière d'un film noir, avec Vera, vêtue de noir, tirant sur Robert puis Marilia avant de s'échapper de cette prison dorée dans un archétype de femme fatale qui se libère de sa condition en manipulant son oppresseur. Et c'est bel et bien ça l'autre thème fort du réalisateur. Les femmes. Almodovar a parsemé son œuvre de personnages féminins forts avec les muses qui ont dicté toute sa carrière. Carmen Maura, Victoria Abril, Penélope Cruz ou encore Rosie de Palma. 27 ans avant La Piel que habito, il réalisait Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Véritable drame social où une femme au foyer négligée et exploitée par son mari finissait par le tuer. Le propos féministe du réalisateur dans ce film-là tient son prolongement le plus extrême avec La Piel que habito. La vengeance d'un pervers narcissique qui réduit l'être à un objet de recherche scientifique. Une recherche de la perfection manipulée et manipulable dans un pur intérêt personnel. À la fin, Robert ne tombe pas amoureux de Vera, désormais parfait sosie de sa femme, mais de son œuvre, de ce qu'il a réussi à créer et à façonner, qu'importe la personne cobaye. Une femme avec le visage qu'il veut, les cheveux qu'il veut, les formes qu'il veut, le prénom qu'il veut. Tout ne tourne qu'autour de ses désirs les plus sombres. Il a enfermé un homme dans un corps de femme avant d'enfermer cette femme dans une maison fermée à double tour. Même s'il pensait manipuler Vera comme un pantin grâce à sa maison-prison, celle-ci, avec le temps, y a trouvé une maison refuge. Non pas dans l'habitat à proprement parler, mais dans l'essence même de la vengeance de Robert, son corps. Dans une sorte de quête initiatique ultra-violente, Vicente a su trouver un refuge dans son âme, transformant alors son corps intérieur en forteresse imprenable. Pour finir, je crois qu'il s'agit de la plus grosse collaboration que j'ai vue entre deux artistes qui pourtant ne partagent pas la même discipline. Qui plus est, réunis autour d'un seul et même thème. À travers l'évolution de la filmographie d'Almodovar, nous avons pu voir celle de Guillermo Pérez Vialta, dont les leitmotifs semblent jumeaux lorsqu'ils sont mis dans le même film. Leur collaboration, bien que petite en nombre, reste impressionnante de cohérence et de longévité.
longévité. La première datant des débuts du metteur en scène, et la dernière sur un de ses films les plus autobiographiques et personnels. Je pense que mes origines espagnoles jouent un rôle dans le rapport que j'ai à la filmographie d'Almodóvar et surtout par rapport au thème que nous avons soulevé dans cette vidéo. Mes grands-parents, qu'ils soient paternels ou maternels, ont fui l'Espagne et l'Italie avec les dictatures de Franco et de Mussolini avant d'arriver en France. Bien que leur adaptation ait été très compliquée, et on a tendance à l'oublier, à base de les Espagnols et les Rital viennent manger le pain des Français, ils y sont restés, et je vois en eux une part de mon identité et de mes racines. Malheureusement, ils ne sont plus là, mais des démarches comme celle d'Almodóvar me permettent de maintenir le lien avec eux. Car comme chez Pedro, dans l'Espagne que je connais et que j'adore, ça sent l'ail et la tomate, ça voit du gazpacho casero, ça parle fort et vite, ça chante, ça danse, ça rit. Il y a ce rapport très méditerranéen à la mer, les grands-mères portent des casamets et les enfants grandissent dans des cuevas. Outre son exubérance, le cinéma d'Almodóvar c'est aussi et surtout une sensibilité d'écorché vif sur une identité personnelle et nationale qu'on a tendance à oublier. En espérant que ça vous ait plu, vive le cinéma, adios. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que